Ronald, nous sommes ici pour essayer de parler un peu de la méditation, hein, Oui, avec puisqu'il plaisir. paraît que, il paraît que nous avons quelques connaissances sur le sujet. Euh, Modeste, mais quelques points communs en tout cas, manifestement, oui. Certainement, j'espère, peut-être ou pas, non, On en fait, verra. on verra. Le thème un peu de cette séquence, c'est aussi un rapport entre la littérature et la méditation, ou des formes de méditation littéraire. Voilà, mais je pense qu'on va peut-être se présenter d'abord. Bien, si je dois commencer, donc moi c'est Ronald et je pratique la méditation depuis 2014. Mhm. J'y suis venu peut-être comme beaucoup de monde parce que j'avais un peu de difficultés dans mon quotidien avec le stress ou l'anxiété. Et puis j'ai découvert que ça allait bien au-delà d'être calme ou zen. Loin de là, c'était une vraie philosophie de vie, une vraie manière de vivre que la méditation. Et donc ça m'a donné envie de la transmettre. Et aujourd'hui, je suis sur une voie pour devenir instructeur de pleine conscience. Voilà, dans cette version un peu occidentalisée et laïcisée dont on parle beaucoup dans les médias aujourd'hui, la méditation de pleine conscience. Et toi, Pascal? Ah ben donc voilà, moi j'ai commencé à m'intéresser à la méditation d'abord dans l'enseignement bouddhiste et plus à l'enseignement qu'à la méditation elle-même. C'est-à-dire que le côté corporel de la méditation, je n'y avais pas vraiment accès au départ. Et je suis venu au bouddhisme, comme dans le bouddhisme d'ailleurs on le signale souvent, on va vers le bouddhisme à partir d'une certaine souffrance. Euh, Chez moi, c'était beaucoup d'émotions qu'on pourrait dire assez perturbantes. Euh, un rapport au monde assez conflictuel et un retour des choses vers moi qui l'était aussi. Donc voilà, c'est ça qui a été le moteur. Et puis ensuite, et ça plus récemment, de ma pratique, j'ai voulu qu'elle soit inspirante aussi dans les écoles, parce que je travaille dans les écoles, et qu'elle puisse peut-être servir aux jeunes. Et donc, quelque part, je me suis dit, oui, d'accord, mais le bouddhisme, c'est une spiritualité, c'est quelque chose qui ne doit pas être imposé aux autres, et donc, j'aimerais bien trouver une voie qui soit plus laïque, ou qui soit laïque, voilà, euh, par respect pour toutes les approches de chacun par rapport à ses croyances, à sa foi. Et donc voilà, j'ai essayé d'introduire la méditation au niveau scolaire, et pour l'instant, donc j'étais sur cette dynamique-là que je veux amplifier l'année prochaine encore. Chouette projet et concret du coup. Tout à fait concret, oui, oui, parce que c'est absolument utile pour beaucoup de jeunes et surtout, moi, c'est surtout au public adolescent auquel je m'adresse. Et quand on parle de conflit, les ados, d'abord, limite, on pourrait penser qu'ils aiment ça, parce qu'ils se confrontent à l'autre pour peut-être s'identifier eux-mêmes. Et dans ce rapport conflictuel aux autres, il y a des choses à apprendre sur soi-même dans cette manière de s'opposer ou de vouloir être reconnu comme quelqu'un d'autre. Et la méditation peut être utile aussi dans ce sens. Mais on en parlera peut-être après plus précisément. Mais bon, regarde, on parle déjà de méditation. Est-ce qu'on n'essayerait pas quand même d'en donner quelques définitions? Je dis ça au pluriel parce qu'à mon avis, une seule. Oui, c'est vrai qu'une seule, ça va peut-être être compliqué parce qu'on peut, je pense, aborder la méditation de 100 manières différentes. Pour moi, c'est une manière d'être, la méditation, parce que c'est quelque chose qui a des répercussions très concrètes dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment pas une pratique ésotérique ou qu'on pourrait imaginer complètement à l'écart du quotidien. Au contraire, c'est quelque chose qui nous permet de rester les deux pieds sur terre. Et nous, en tout cas, comme on l'aborde dans nos séances et dans nos cycles, on parle d'une pratique où on porte son attention de manière intentionnelle sur le moment présent, avec ouverture, sans jugement, ce qui est loin d'être évident, et avec beaucoup de bienveillance. Et donc il y a toutes ces dimensions-là, à la fois d'attention, mais une attention qui a des qualités particulières. Mhm. Et c'est un entraînement quotidien si possible. C'est ça. Dans le bouddhisme, la méditation, c'est un exercice. C'est s'exercer, s'entraîner, comme tu dis, ou se familiariser quelque part aussi avec nos qualités. Euh, donc on peut faire des comparaisons entre la méditation vue par un bouddhiste et finalement des activités sportives.
à tout fait. simplement. Effectivement, il n'y a pas d'ésotérisme là-dedans. Il y a vraiment un rapport à soi et au corps dans notre manière de nous poser dans le réel que l'on vit à l'instant. Euh, j'ai pris quelques extraits dans la littérature de la bibliothèque ici à la Maison Losso qui m'ont inspiré, mais aussi dans des livres qui sont chez moi. Et je vais commencer d'ailleurs par un livre qui est chez moi, qui est peut-être ici, ça j'ai pas vérifié. C'est de Christian Bobin dans son livre Ressuscité qui parle de la recherche de simplicité et qui dit que un lit, la simplicité, un lit de lumière, une chaise de silence, une table en bois d'espérance, rien d'autre, telle est la petite chambre dont l'âme est locataire. Et au fond, la démarche méditative au départ, c'est peut-être de se débarrasser de beaucoup de choses, Se dépouiller, ouais. se dépouiller, se rendre un peu plus libre et plus léger. J'ai pensé, en pensant au dialogue que nous allions avoir, à un titre de film assez ancien maintenant, mais qui ressurgit assez régulièrement dans mes pensées, c'est L'insoutenable légèreté de l'être, Mhm. de Kundera. C'est un livre aussi d'abord, c'est un roman. Et, euh, et je trouve que l'insoutenable légèreté de l'être, peut-être, voilà, beaucoup de méditants arrivent déjà comme ça avec ce poids. Ce poids pourtant qui cache une légèreté de l'être, Mhm. une fois qu'elle se dévoile. Et c'est vrai que se confronter à la méditation dans les premiers temps, c'est aussi quelque part avoir l'honnêteté de voir combien, et avec beaucoup de bienveillance pour soi, on complexifie la vie, on complique les choses par nos pensées, nos jugements, nos croyances, surtout ça, nos attentes aussi qui peuvent être un poids terrible et combien peut-être quand on commence à se rendre compte de la manière dont on complexifie les choses, on peut peut-être justement aller vers plus de simplicité. Et encore une fois, c'est un chemin qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est C'est clair. passionnant de commencer à s'observer, finalement un peu comme des laborantins De soi-même. de soi-même. Et Mhm. là, et c'est pas du tout dans ma vision une démarche égocentrique, au contraire, parce que quand on va commencer à mieux se connaître, on va pouvoir aussi beaucoup mieux comprendre des réactions de personnes autour de nous, etc. Comprendre que derrière ça, il y a toujours des choses plus profondes et qu'on peut être peut-être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus tolérant. Et donc, c'est loin d'être une démarche égocentrée, c'est une démarche qui est une démarche d'ouverture, comme on l'a dit au début. Démarche d'ouverture. Par exemple, je pense encore aux adolescents euh, qui parfois considèrent qu'ils ont absolument raison. Leur jugement est Mhm. infaillible et il n'y a pas question de changer d'avis. Et quelque chose donc qui est aussi à apprendre pour eux, une forme d'empathie progressive à l'égard de l'autre, dans sa situation à lui, non pas uniquement dans leur situation à eux, vue d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose parfois qu'on oublie dans l'enseignement finalement auprès des jeunes, c'est que tout s'apprend, y compris même l'attitude qu'on voit chez un élève de la classe, une tendance qu'il a toujours récurrente de s'énerver pour un rien. Ça aussi, ça se travaille, encore une fois, comme un exercice. Et, euh, et personnellement, je trouve que la méditation laïque, pour être justement utile à tous, devrait être quelque chose presque d'imposé dans les programmes. Ça se fait tout Oui, doucement. de plus en plus, il y a des programmes spécifiques. Ouais. Mais ce n'est pas encore effectivement complètement intégré dans les programmes. Mais je Non. sais que de plus en plus de directions et de pouvoirs organisateurs s'intéressent à ça, puisqu'évidemment, ça a été quand même assez popularisé. On Ouais. parle beaucoup des bienfaits, et puis on reste assez cartésien en Occident, Mm. comme aujourd'hui on étudie aussi les bienfaits de la méditation, notamment par l'imagerie médicale. Ouais. Voilà, nos esprits cartésiens sont peut-être un peu rassurés et se disent ah oui, on Ouais, ouais. mesure des effets, c'est la première fois, alors qu'on médite depuis 2600 ans. C'est Ouais. la première fois qu'on peut enfin mesurer les effets biologiques Mhm. sur le cerveau, sa neuroplasticité entre autres. Et donc ça Mhm. rassure quand même un peu. Et Beaucoup. c'est peut-être ce qui explique aussi le succès de la méditation aujourd'hui Ouais. en Euh, Occident. Tout à fait. Je vis encore, même parfois au niveau expérimental, justement, quand je parle de méditation, encore des résistances sur le mot. Et donc parfois je change de mot, simplement. Mhm. Et j'appelle ça séance no stress.
Ça rassure un peu, ou ouais. relaxation. Voilà. Parce que si quelqu'un bloque sur un mot, bah, autant changer de discours. Mm. Puisqu'en fait, on sait bien que la démarche, elle est bienveillante. Et elle veut que l'autre puisse en retirer quelque chose qui est à son bénéfice à lui. Et Uniquement. ce que tu pointes là, c'est intéressant. Tu parles du mot méditation. Ça pointe vers tous les mots. Quand je t'entends citer Bobin, qu'on puisse définir les choses comme lui, avec un tel dépouillement, Ouais. une telle simplicité. Ouais. Et les mots sont forcément réducteurs. Et c'est vrai que derrière le mot méditation, eh bien, il y a encore tout un tas d'imageries, de connotations que peut-être ont les gens. Et c'est une des premières choses qu'on fait dans nos séances, c'est un petit peu de démystifier, de voir si on peut démarrer comme d'une page blanche. Ouais. Finalement, entamer une aventure Mhm. sans en connaître vraiment les bienfaits ni les résultats, mais en confiance aussi Mhm. partir dans cette aventure comme voilà, des explorateurs quelque part. Mhm. Exploration de soi-même. Ouais. Ouais. Tu me fais penser au début, quand on commence à méditer, on prend des postures et au fur et à mesure, on se détend énormément Mm. par rapport à ces postures qui semblent être la posture de la méditation. En bouddhisme, pendant tout un temps, la posture, c'est la posture assise, les jambes croisées, la droite sur la gauche, la Ouais. main gauche sur la paume de la main droite, etc. Bon. Et finalement, on en vient à dire que bon, la méditation, c'est n'importe où, n'importe quand, et limite dans n'importe quelle posture, parce qu'il y a des postures qu'on est obligé de prendre. Comme je parle au niveau professionnel, au niveau scolaire, un élève est obligé de prendre une posture du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, assis sur une chaise. Beaucoup d'élèves s'en plaignent, mais c'est comme ça. C'est les conditions dans lesquelles les élèves sont souvent. Maintenant, on vient de plus en plus à les faire bouger, mais en secondaire, il y a encore du boulot à ce Mhm. niveau-là. Euh, Oui, donc cette voilà. posture, on voit que ça peut aussi devenir quelque part une source de perfectionnisme, un peu finalement recréer les conditions qui sont les nôtres dans le quotidien, où on est très perfectionniste, où on veut toujours atteindre des Ouais. objectifs, etc. On peut avoir tendance aussi à reproduire ça dans la méditation lorsqu'on débute. Et donc c'est super important d'avoir là des instructeurs, des accompagnateurs qui rappellent que c'est une démarche bien plus bienveillante et que on peut se détendre, on peut vraiment se détendre. Voilà. Je parlais d'aspect sportif. Et pour un jeune, je lui conseille plutôt des micro-méditations. Hmm. J'appelle ça micro-méditation. C'est-à-dire, voilà, peut-être même en quelques secondes, hein, en quelques minutes, se centrer sur la respiration. J'inspire. Voilà, j'en suis conscient, j'expire. Je peux marquer une pause entre les deux. J'inspire, j'expire. Et pas Shakespeare, hein. On est en littérature, mais. Et donc voilà, Ça ça peut c'est paraître rien important. du tout parce Ouais, qu'évidemment on est dans la banalité, en tout cas ouais. ce qu'on considère comme quelque chose de très banal, la respiration, qu'on oublie la plupart du Mhm, temps. Et en fait c'est tout ce potentiel justement de redécouverte, je trouve, qui est fabuleux dans la mhm. méditation. C'est arriver de nouveau avec un œil de nouveau-né quelque part. Comment est-ce qu'on peut redécouvrir euh, ce que l'on vit chaque jour, peut-être en particulier c'est ce qu'on considère comme de la routine, Mhm, et comment est-ce qu'on peut voir son compagnon ou sa compagne chaque jour comme si c'était la première fois. mhm. C'est un sacré défi, Ouais, et nous-mêmes n'avons jamais vécu ce moment, et chaque moment est nouveau, et c'est là un potentiel incroyable d'émerveillement. d'émerveillement. Un mot qui apparaît effectivement parfois quand on médite. Et, euh, et l'impression aussi que les choses sont beaucoup plus subtiles que d'habitude. Euh, Mhm, on voit plus en détail en fait finalement des choses qui sont belles, belles qu'on avait ignorées. tout à fait. On était passé à côté souvent. Et donc effectivement, oui, ça fait partie aussi peut-être des choses qui apparaissent en méditation naturellement, hein. Naturellement, tout à l'heure, avant peut-être d'enregistrer ici, on parlait du fait que on n'apprend pas quelque chose en méditation, on dévoile en nous ce qui était là, Tout à fait. qu'on ignorait sur nous-mêmes. Il semblerait, bon mais là, je ne suis pas peut-être dans l'ordre scientifique et rationnel des choses, mais il semblerait qu'il y ait un fond commun entre nous tous, humains, d'une forme de calme mental, de pacification Ouais, dont je de parlais, bonté de fondamentale bonté fondamentale, qui est là euh, mais voilée. Ouais. voilée, et dont beaucoup parlent, surtout les personnes qui méditent régulièrement, hein.
Il n'y a pas qu'une question de bien-être physique, comme si on allait voir un médecin, hein. Il y a quelque chose de plus que ça. Et la beauté dont tu parles, l'émerveillement est là. Oui, et voilé par quoi? Voilé probablement par nos pensées, par nos croyances, par nos attentes. Euh, Le jugement. voilà, et donc comment on peut dépasser ça? C'est tout le défi évidemment, et c'est par l'entraînement qu'on peut peut-être entrevoir. On parle parfois de une cascade comme ça, où on serait d'un côté de la cascade, et cette cascade, ce serait la cascade des pensées. Et de l'autre côté, si on s'aventure un tout petit peu, si on traverse cette cascade, on peut peut-être voir de manière plus profonde ce qui est en nous, et ce qui est en nous est probablement pas agité, pas... ouais, en tout cas, ça n'a pas à répondre à des conditions quotidiennes. On peut donc se libérer, c'est vraiment le mot aussi Mhm, qu'on peut employer à certains moments, se libérer des conditions, des circonstances mhm. extérieures de plus en plus, avec bienveillance et en prenant son temps. Donc la patience est certainement une des vertus les plus importantes pour moi en méditation. Oui, la patience, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. C'est un peu peut-être un travers de notre société de vouloir tout de suite, hein, de consommer de la méditation. Mm. Donc on croit peut-être que parfois on ira à un séminaire pendant 3 jours ou un week-end et qu'après on aura reçu ce qu'il fallait, mais Oui. comme si on emportait un objet avec nous, alors qu'en fait cet objet, non, il n'existe pas. Il n'existe pas, il est en nous peut-être, à condition chaque fois de se rassembler et aussi de s'entourer de conditions favorables. Mm. Mais voilà, conditions favorables. Mais si ce n'est pas le cas, euh, si on est dans des conditions défavorables selon nous, quand on parlait du bruit par exemple qui est possible autour de nous, hein, une pollution sonore insupportable pour nous, il y a effectivement cette source intérieure qui permet d'être toujours sur ce calme mental malgré les conditions extérieures. Et oui, parce que parfois on peut éventuellement en changer si notre voisin met la tondeuse le dimanche matin et que nous étions en pleine contemplation de notre beau jardin. On peut effectivement aller lui demander d'arrêter, pourquoi pas, mais à certains moments on ne peut pas changer les Mhm. circonstances négatives autour de nous, et c'est là le vrai défi: comment ne pas être esclave de ces circonstances et de garder cette liberté intérieure. Ok, je constate que j'ai un jugement négatif sur ce Mhm. bruit ou sur cette circonstance, et pourtant, et il y a des exemples magnifiques, je n'ai pas les noms en tête, de gens qui étaient dans des camps de concentration, pour prendre des exemples extrêmes, qui ont réussi dans des Ouais. circonstances incroyables à garder cette liberté, Mhm. et à même avoir de la compassion pour leurs Ouais. bourreaux. Mhm. Et donc là, on est vraiment dans des exemples Mhm. incroyables de gens qui, malgré des circonstances horribles, parviennent Ouais. à conserver leur liberté intérieure. Personnellement, j'ai, depuis que je pratique la méditation et que je reçois des enseignements, euh, en fait, j'ai réussi à surmonter, par exemple, des colères. Mm. Et des colères qui m'ont évité d'avoir des retours de flamme, comme on dit, qui auraient été extrêmement désagréables pour tout le monde. Et plus j'étais capable de surmonter ces colères, plus je renforçais cette capacité, et plus elle devenait évidente et facile. Donc, euh, je me faisais une joie et une fierté qui sert aussi de moteur de cette capacité. Même chose pour la tristesse. Une vue observatrice de la tristesse, de la mélancolie, des regrets, des choses qui peuvent être considérées comme faisant mal, moi, qui m'ont fait mal à une époque, c'est des choses que j'arrive à dépasser, comme, un peu comme si je tirais des ficelles, tu sais, ou choisissais des couleurs sur une palette, et je me disais, tiens, il y a un truc là qui vient de me passer, qui est de l'ordre de la tristesse, et ben non, je vais pas le prendre, je vais attendre qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive pour peut-être me diriger dans ce sens-là, quoi, Ouais. à l'intérieur de moi. Ouais, oui, ça me parle évidemment beaucoup, et je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Ce que je remarque, c'est que quand on pratique, c'est souvent même les autres qui nous font remarquer qu'à certains moments, on a une attitude un petit peu différente. Tiens, tu réagis pas comme tu aurais réagi Avant, habituellement même dans avant. cette situation, Mm. etc. Et donc, c'est un chemin qu'on fait, et c'est très subtil, quoi. Mm. C'est pas spectaculaire. Peut-être que certaines personnes attendent quelque chose de spectaculaire comme Voilà. résultat. Et c'est des petites graines, en fait, qu'on sème au fur et à mesure. C'est pas spectaculaire, on dit même que les grands maîtres du bouddhisme
sont invisibles à l'être ordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez le rencontrer, je n'aurais absolument pas perçu que j'avais affaire à quelqu'un d'une immense luminosité de conscience, d'une immense clarté de conscience. Pas nécessairement, d'autant plus que sa démarche ne sera certainement pas de vouloir s'accaparer de ma présence. Parce qu'il y a une humilité oui, qui est là. Une disponibilité. Aussi. Ils n'ont rien à cacher, je pense. Ceux qui sont considérés comme des maîtres, ils n'ont rien à cacher, mais ils sont discrets simplement. Ils n'ont pas non plus le devoir de servir quelque chose, d'imposer à la personne qui ne demande rien. Ce qui peut être un travers parfois effectivement auquel moi je suis attentif parce que je peux être convaincu des bienfaits de la méditation, avoir trop envie que l'autre comprenne ça, mais enfin, voilà, comme si... On a envie de forcer parfois, oui. et c'est un travers dans lequel je peux tomber aussi. Ouais. Parce qu'on veut transmettre, on est enthousiaste par rapport aux bienfaits, et en même temps, il n'y a pas à forcer, et chacun d'ailleurs est prêt quand il est prêt. Ça, c'est ce que j'essaie quand même de dire aussi à des gens qui viennent se renseigner chez moi en disant, voilà, quand vous serez prêt, vous entamerez votre démarche et vous le saurez. Ouais. Vous le saurez, il n'y a pas à forcer les choses. Je pense que parfois je me dis, pour certaines personnes, je ne peux leur servir à rien sur ce thème-là. Et donc j'abandonne en fait, tout simplement. Bien sûr, parce que c'est pas la panacée, c'est pas une baguette magique non plus, c'est un chemin que chacun peut emprunter ou pas. Et puis c'est une énergie que l'on place là où elle est la mieux placée. Bien sûr. On parlait tout à l'heure avant l'enregistrement d'enfants. Il se peut que dans une famille, un de nos enfants puisse être ouvert à cette démarche et l'autre pas. Et cette énergie, donc on peut la placer pour ce qui concerne ce thème pour cet enfant et pas pour l'autre. En attendant que l'autre peut-être un jour puisse s'y intéresser ou pas. Voilà. Je pense que voilà, c'est ça aussi la patience en fait. Hein. Mais je pense que de toute façon, chez nous, chez les bouddhistes, on parle d'exemplarité. Tout ce qu'on ne peut pas montrer en exemple de soi-même n'est que de la théorie. Et donc, la théorie, méfions-nous de la théorie. Qu'est-ce qui me prouve que cette théorie est justifiable dans le réel? Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec le fait que ce sont d'abord les actes qui vont aussi faire d'une personne qu'elle est cohérente avec sa pensée et avec sa pratique. C'est quelque chose qui me taraude à certains moments où je me dis, tiens, est-ce que je suis vraiment utile là en passant des heures à méditer? Et est-ce que je suis cohérent avec ma pratique dans la vie de tous les jours? Comment je suis avec mes enfants, comment je suis avec mon époux, comment je suis avec mes amis, comment je suis quand les choses se passent un peu moins bien, quand les choses ne se passent pas comme je voudrais qu'elles se passent. Est-ce que je suis cohérent avec ce que j'essaye de cultiver? Et ça, je pense que c'est important de conserver cette vue-là aussi. Ouais. Oui. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me vient souvent, en tout cas, à l'esprit. Ouais. L'auto-observation. Oui, on en revient. L'auto-observation, on y revient. En tout cas, donc, dans la première partie d'une pratique méditative, il y a cette partie de pacification intérieure. Et en bouddhisme, je ne sais pas si c'est la même chose en pleine conscience, mais en bouddhisme, la deuxième étape, on appelle ça, c'est un mot un peu, c'est des mots un peu particuliers, ce sont des mots un peu particuliers, vision pénétrante. La deuxième partie, vision pénétrante, c'est-à-dire que cette pacification du mental n'est qu'une étape, une méthode pour atteindre un plus haut degré de perception du réel, ou de savoir focaliser sur quelque chose qui fait partie du réel et de le travailler en nous ou autrement, par des actions. Par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit, le jardinier zen. Le jardinier zen est totalement à sa tâche, entièrement absorbé. On parle d'absorption méditative aussi, absorbé à sa tâche. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, au contraire. Il est entièrement présent à ce qu'il est en train de faire. Voilà. Alors que parfois, on peut s'arrêter à la première étape, pourquoi pas d'ailleurs, mais bon, la première étape qui est simplement de trouver une pacification du mental et se sentir bien. Voilà. Mais c'est un cheminement qui s'arrête pour nous, là. Alors,
Oui, oui, en effet. Ben, nous aussi, dans nos séances, dans nos cycles, il y a quelque chose de l'ordre du processus et on va d'abord se concentrer sur la respiration, sur le corps, etc., pour s'entraîner à revenir en permanence Mhm. vers cela, alors que le mental, on le voit bien, nous entraîne ailleurs, nous Mhm. distrait. Ouais. Revenir dans ce moment présent qui est un flux, parce que j'ai à peine eu le temps de le dire qu'il n'était plus présent. Donc c'est revenir d'instant en instant dans ce flux du présent au corps. Et puis effectivement après, il y a cette possibilité d'aller voir à travers le voile dont on parlait tout à l'heure, dans une vision, une vision pénétrante, on pourrait le dire, une vision plus profonde de ce que c'est être un être humain au-delà de tous ces voiles, des pensées, des croyances, etc. Et donc oui, il y a vraiment cette intention d'aller voir plus en profondeur et de finalement de connaître la nature de notre humanité Mhm. et en revenant à ce qui est essentiel et oui, est toujours présent au-delà des circonstances de nos vies. Il y a cet aspect en pleine conscience, je pense. Par exemple, le body scan, je pense, Oui, oui, oui. qui est une forme d'invitation à circuler un peu dans le corps par la pensée. Parce que j'ai déjà rencontré Davantage peut-être par le ressenti que par par la le pensée ressenti, d'ailleurs. Oui, par oui. le ressenti. Parce que là encore, si les pensées nous entraînent ailleurs, on revient Ouais, dans le ouais. ressenti du corps. Mhm. Et c'est vrai, merci d'en parler, c'est une pratique qui est très intéressante parce qu'elle nous permet justement de ne plus être dans l'image du corps. Peut-être qu'on a tous un peu une image de notre corps ou du corps qu'il faudrait que nous ayons, etc. Et là, dans des pratiques comme celle-là, en les faisant régulièrement, voilà l'état dans lequel se trouve mon corps aujourd'hui, voilà ce que c'est mon corps aujourd'hui, Mhm. avec cette démarche bienveillante, à la fois des endroits du corps qui sont neutres, où il ne se passe rien, des Mhm. endroits où c'est plutôt agréable et d'autres où c'est plutôt désagréable, et Mhm. comment je peux quand même accueillir tout ça, Oui, oui. comme on accueillerait toutes les circonstances de la vie. Ça commence par notre corps, comment est-ce que je peux être dans l'acceptation complète de ce corps tel qu'il est ce matin ou ce midi, Mhm. sachant que ça bouge tout le temps et que Mhm. on y retournera le lendemain et que ça sera différent. Mhm. Cette nature éphémère des choses, elle est fondamentale et elle est tout le temps cultivée aussi. Et donc là, on est dans une vision plus profonde, comme tu l'évoquais tout à l'heure, donc la vision éphémère des phénomènes, qui soient mentaux, qui soient Oui, les sensations, les émotions, etc. oui, oui. Et ça, c'est très libérateur, je trouve, de comprendre que les choses passent, Oui. émergent, ont une certaine durée de vie et puis ils passent. Mhm. Le corps, effectivement, a son importance, puisqu'on parlait tout à l'heure de posture, qu'on n'a pas du tout ici d'ailleurs. Non, non, on n'est pas du tout dans une position. Enfin, Voilà, mais voilà. c'est en plus c'est l'heure de la sieste. Donc, mais on fait une pause en général, nous, quand on fait des retraites bouddhistes à cette heure-ci. Et qu'est-ce que je vais dire? Avec le corps, donc le corps, la posture, le véhicule, on appelle aussi ça un peu une forme de véhicule qui nous emporte là, dans cette condition humaine ou qu'on maîtrise, qu'on conduit. Et on n'a pas autre chose. Donc voilà, c'est ce qui est. C'est pour ça qu'en bouddhisme, on conseille vivement, mais ce ne sont que des conseils d'éviter certains poisons toxiques, Mhm. considérés comme tels en tout cas. Dans la région de Mons, c'est pas facile. Et de les éviter parce que d'abord, parce qu'ils peuvent influencer sur la vision, voilà, brouiller un peu la vision. Même si ça peut entraîner une forme de bien-être physique. Donc à éviter quoi. Mais comme je dis, c'est souhaitable, mais ce n'est pas interdit. Il n'y a pas vraiment d'interdit sur ces notions-là. Il y a aussi l'aspect au niveau corporel de l'alimentation. J'ai appris aussi à constater par moi-même que ce que je mangeais a une influence aussi sur mon état d'esprit, sur mes émotions. En évitant un peu plus la viande, et même de plus en plus régulièrement, j'avais l'impression qu'il y avait moins de liens avec... j'avais moins d'états liés à la colère en étant moins carnivore. C'est bizarre, hein, mais en même temps, je l'ai entendu dire par d'autres personnes qui me confirmaient que je ne l'avais peut-être pas rêvé. Il y a un aspect carnivore chez nous qui peut entraîner une attitude à l'égard des autres aussi. Et voilà, donc moi je suis passé à un stade maintenant qu'on appelle de flexitarien. Et quand je m'appelle De Vos, ça veut dire le renard en néerlandais, je garde quand même l'idée tous les dimanches d'aller me chercher une cuisse de poulet, quoi.
c'est drôle parce qu'on voit combien la pleine conscience touche à une vastitude de domaines. Regarde, tu parles de l'alimentaire, enfin on peut vraiment parler de plein de choses parce que la méditation nous fait toucher à des choses du quotidien et les transforme petit à petit. Donc on voit combien ce sujet est vaste. Donc Ronald, j'ai choisi différents livres. J'ai été me promener dans la bibliothèque de la Maison Losso pour chercher des ressources littéraires pouvant avoir un lien avec la méditation. Je me suis rendu compte en fait que j'avais plus que l'embarras du choix, ce qui fait que il y a ici tout un tas de livres et je ne sais pas vraiment par lequel commencer. J'ai remarqué qu'énormément d'écrivains se posent beaucoup de questions sur leur démarche et justement entrent un peu en introspection pour essayer de comprendre au fond pourquoi ils écrivent, pourquoi ont-ils écrit ce qu'ils écrivent là, et le sens de leur écriture. Est-ce que c'est quelque chose au fond qu'ils veulent partager avec les autres ou simplement pour leur propre bien-être personnel, et on trouve toutes ces questions d'intériorité qui finalement font que j'ai plein d'extraits qui évoquent cette intériorité de l'écrivain. Bien. Exemple ici donc de Jacques Viesville, Le Pont. Voici venu le temps de refermer les livres, ceux de l'incertitude et ceux de la défaite. Si j'ai soif à présent, c'est de vivre et de vivre pour un soleil de paille cueilli à contre-jour. Jamiou, août 1971. Et les mots-clés pour moi, c'est la soif et le présent. Une soif qui sort des livres et qui veut avoir cette démarche autre que dans l'aspect littéraire des choses. Et ça me parle parce que à un moment donné, dans mon parcours, je m'intéressais beaucoup à la philosophie et à un moment donné, je me suis rendu compte que je trouvais tous les philosophes extraordinaires et je trouvais qu'ils avaient toujours raison. La brillance intellectuelle probablement me fascinait, mais en même temps, je me rendais compte qu'ils se contredisaient les uns les autres. Et donc au total, finalement, moi j'étais perdu. Et donc j'ai refermé tous les livres de philosophie pour essayer de mieux comprendre en fait où j'en étais moi-même, dans ma vérité à moi. Voilà ce que ça m'évoque. Et cette soif, moi ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque la soif peut-être que nous avons tous en tant qu'être humain à vouloir être heureux, mais aussi parfois cette soif de toujours plus. Comme si ça allait, surtout dans notre société consumériste, régler un certain nombre de problèmes. Et puis, à contrario, ça m'évoque la source intérieure, du coup, à laquelle on peut s'abreuver, qu'on peut aller rechercher, dévoiler, comme on le disait tout à l'heure. Et donc ça m'évoque ça, surtout cette soif aussi. L'autre mot, c'est le désir. Ah oui. Qu'on utilise à la place de la soif en bouddhisme, oui, le C'est désir. Et le désir, on pourrait croire dans un premier temps, effectivement, dans une société consumériste, c'est quelque chose auquel il faut vraiment veiller au départ. Mais quand tu as le désir de la méditation, par contre, ce désir-là est un désir énergique pour parfois se donner du courage aussi, parce que c'est pas toujours évident, pour continuer à avancer sur une voie méditative. C'est vrai. Donc la soif et le désir, effectivement, ça a une double facette aussi chez nous, d'efficacité ou plutôt de frein au cheminement. Ouais. Et c'est vrai que c'est un vrai engagement que celui-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette notion-là, je pense, quand on débute, j'aime pas les il faut, mais il serait souhaitable d'être conscient que c'est un chemin engageant et qui nous demande d'être engagé presque chaque jour dans une démarche différente de ce qu'on a pu avoir jusque-là. Donc c'est un vrai engagement. Oui, on parlait d'abécédaire en fait. L'idée pour moi à un moment donné c'était de reprendre des mots-clés de la méditation sous forme d'abécédaire. Et abécédaire commence par A. Et dans mes recherches je suis tombé sur un extrait
où le mot abécédaire apparaît Ah, et qui peut être lié à la méditation aussi quand même. tu le lis? Donc silence, ou comment épeler cette absence quand le monde décline jusqu'au sommeil. Il manque une marche à l'escalier qui monte jusqu'au sommet, jusqu'à l'abécédaire. On babille, on grogne, on gémit, et le silence se referme sur ces dernières protestations. Une marche, rien qu'une encore, dis-je en accusant la vitesse, les voisins, l'agenda. Silence, comme un instant hors de portée. Et peut-être donc, je vais te dire, moi, pour moi, le silence aussi, à un moment donné, n'est plus le silence tel qu'on l'imagine. C'est-à-dire que c'est un silence intérieur, quel que soit le son environnant ou même intérieur. Je peux parler en silence, c'est bizarre, hein, mais je peux parler en silence. Il y a quand même quelque chose qui est comme quelque chose de vide derrière. Et donc je parle, mais il y a un écho dans une forme de vide, je ne peux pas dire autrement. Silencieux. Sans concept, signification, histoire, jugement, comme on disait tout à l'heure. Ouais, ce silence, c'est vrai qu'en observant aussi, ne fût-ce que les sons, on peut voir combien ces sons naissent du silence. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose, aussi un exercice qui peut être très intéressant à faire, à la fois observer les sons et les silences. Ouais. Dans le bouddhisme, au contraire peut-être en Occident, on parle du début de l'univers comme au départ il y avait le son. Il n'y avait pas le verbe, il y avait le son. Le fameux Om, Ouais, tu vois, c'est comme un son originel. Je trouve que c'est une approche différente, tu vois, donc c'est curieux, hein, mais finalement en bouddhisme à un moment donné, on aurait presque envie de dire bon, taisons-nous en fait, hein, on arrête de parler de la chose, quoi, de l'objet signifié et on sort des concepts. Mais évidemment, en Occident, c'est plus compliqué. En Asie, ils le comprennent par éducation, cette vue. Chez nous, non. Comme tu disais tout à l'heure, il y a nécessité de mettre beaucoup de mots, au départ en tout cas. Effectivement, avec cette précaution d'emploi que tu viens d'utiliser, c'est de rappeler peut-être que les mots pointent davantage vers plus de silence que vers plus de blabla, vers plus de pensée, vers plus de blabla, vers plus. Ouais. Et donc, employer les mots aussi dans son quotidien avec un certain choix, quelque part aussi, c'est une responsabilité. Il y a aussi un livre de haïku. Donc ce sont des petits textes c'est ça, hein, c'est en trois japonais avec un nombre de syllabes. Je l'ai su, ça doit être 5-7-5 ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres façons de l'écrire. J'ai choisi celui-ci sur la dualité. On n'a pas été loin. Ça va très vite, hein, donc tu vas voir. L'accueillir, quel dommage. La laisser, quel dommage. Ah, cette violette. On est pris entre deux feux. Prendre, saisir, laisser. C'est ça. Alors que c'est ni l'un ni l'autre finalement. Enfin, qui a cette possibilité de ni saisir, ni repousser, et cette possibilité de laisser être quelque part. J'ai envie de dire, c'est ce qui me vient quand j'entends ça. En tout cas, ce qui me vient, c'est que je n'offre plus de bouquets de fleurs, sauf dans un pot. Je laisse la fleur là où elle est. Je pense que c'est là qu'elle devait être, quoi, quelque part. Oui, Alexandre Jolien, ici, qui est un philosophe suisse, qui est extraordinaire dans son approche, je trouve, de la méditation, très décomplexée aussi, très légère. Et j'ai envie peut-être aussi de faire passer ce message-là. Tu as cité la légèreté il n'y a pas longtemps, mais on peut avoir aussi ce sentiment d'un truc un peu plombé, très sérieux, alors que on peut aborder ça avec légèreté, et quelque part c'est un petit peu aborder la vie avec légèreté, peut-être prendre notre vie un peu moins au sérieux. Peut-être que la plupart du temps on se prend très très au sérieux. Et j'adore la démarche d'Alexandre Jolien qui est celle-là. Ici, on peut en citer tellement d'extraits, mais merci de m'avoir ouvert les yeux sur la page 41 et sur la comparaison. Lui il dit: la non-comparaison est ma pharmacopée. Je l'applique presque comme un réflexe quand je vais mal.
je ne commente pas la réalité. On rigole de moi dans un magasin, parce que notre ami a un handicap physique qui est visible. Et alors il dit, on rigole de moi dans un magasin, pas de commentaires. Je laisse venir l'anxiété, la peur, la tristesse, que sais-je encore, sans commenter, sans me dire, je ne devrais pas être comme cela. Si j'étais comme cela, cela ne m'atteindrait pas, etc. Donc il laisse venir l'émotion, puis il laisse se développer, il la laisse se développer, il la laisse s'évanouir d'elle-même, nous dit-il. Ça c'est génial parce qu'il est dans le concret, hein, notre ami Alexandre Jolien, et on peut tous vivre des moments comme ça. Et donc là aussi on est surtout dans le non-jugement, je trouve, dans ce qu'il dit là. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, ça m'évoque que j'entends encore beaucoup souvent dans mes pensées des jugements. Cette dualité très présente parfois, et surtout quand il y a de la fatigue qui s'installe, tout ça, alors là je commence à discriminer les choses, bien, pas bien. Moins de discernement peut-être dans ces moments-là. Il y a moins de discernement, moins d'acceptation. Je voudrais éliminer une chose de l'autre, garder que le meilleur, des trucs comme ça, quoi. Et quel chemin que celui de dire, il y a de la tristesse qui apparaît, eh bien je la laisse passer. Ouais. Elle a le droit d'être là. Oui, en jouir en fait. C'est une approche d'existence. Julien, c'est vrai, hein, il a un côté plaisir de vivre comme ça, extraordinaire, malgré ce qu'on voit de lui. Voilà. Et c'est certainement clair que son handicap, mais c'est son handicap qui lui a servi aussi de support pour en arriver là, avec un tel état de conscience. Absolument. C'est quelqu'un vraiment qui gagne à être connu. Et je trouve qu'il est extrêmement crédible du coup dans sa manière de transmettre le message. Et je sais qu'il dit de toute façon, bon, on va tous y passer, donc autant que ça soit un peu léger, quoi, nos vies. Et donc c'est vrai qu'on voit bien qu'au-delà de la concentration, du calme, tout ça, on est plus dans une philosophie de vie quelque part quand on aborde le thème de la méditation. On peut dire ça. Hein, enfin, si tu es d'accord avec moi. Oui, on peut dire philosophie. C'est un mot qu'on emploie souvent aussi pour ouvrir les portes. La philosophie. Voilà, ouais. C'est vrai. Moi, j'avais peut-être envie juste je ne sais pas si ce sera une conclusion ou pas, mais un tout petit extrait du livre de Christian Bobin sur l'homme joie. Quand il dit j'essaie de vous dire une chose si petite que je crains de la blesser en la disant. Magnifique. Et je trouve que ça peut être vraiment quelque chose qui s'applique à la méditation. Donc on est dans quelque chose d'une grande fragilité, quelque part d'une grande acceptation de notre propre fragilité. Et je trouve que cette phrase, voilà, j'essaie de vous dire une chose si petite, si simple peut-être on pourrait dire, si accessible quelque part et pourtant voilée, que je crains de la blesser en la disant. Il y a des papillons dont on ne peut effleurer les ailes sans qu'elles cassent comme du verre. Eh bien écoute, j'adore cette phrase. C'est très très beau, il faut dire. Mais voilà, donc regarde un peu les extraits qu'on lit relèvent souvent de la poésie quand même. Hein. Il y a une poésie du monde derrière tout ça. Hein. Et puis chez nous, les bouddhistes, on parle parfois de précieuse vie humaine, précieuse, le mot précieux. Et qui dit que cette vie, elle nous est accordée pour justement peut-être essayer d'être le plus clairvoyant possible. Et il y a l'aspect délicatesse aussi. Tout à l'heure, je ne sais pas si on en a parlé, finalement je me souviens plus, mais on parlait de subtilité. Subtilité. Tous des mots qui montrent quand même la finesse du rapport qu'on a finalement avec peut-être rien qu'un brin d'herbe ou une petite fleur ou des vues qu'on a, quoi. Et tout ça grâce à cette attention qu'on peut cultiver, une attention de plus en plus profonde, qui va nous permettre d'accéder à cette finesse de notre être finalement, et donc à y voir toute la richesse. Et ça nous réconcilie. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, c'est que ça me réconcilie avec le fait d'être
un être humain, pourtant avec des conditions parfois qui sont difficiles, hein, et pour certains encore plus difficiles que pour d'autres. Et pourtant on peut là y voir tout le merveilleux, toute la richesse, toute la finesse, Ouais. toute la fragilité. Et c'est ça qui fait sa beauté. C'est sa fragilité, je trouve. Quel bonheur, hein. Merci la Maison Merci, Losso, à la Maison Losso de parce nous que avoir vraiment permis de... d'abord me permettre Ouais. d'être en dialogue avec toi, hein. C'est super chouette, quoi. Et puis de parler d'un thème qui nous est cher. Donc Ouais. merci beaucoup. Ouais. Merci à toi Pascal et merci Merci Ronald. à vous.